Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler de la délinquance aujourd'hui en compagnie de mon invité Jean-Louis Guilleneuf, commandant de police honoraire, parce que il semblerait que l'âge des délinquants baisse de plus en plus et il semblerait même qu'il y ait un lien avec l'utilisation des smartphones. Ainsi, cet objet aujourd'hui qui est rentré totalement dans nos vies serait bien plus dangereux pour les ados qu'on ne l'imagine. Il joue son rôle, un rôle important dans toutes les questions de harcèlement, ça on l'a déjà vu, mais également dans la pédocriminalité, c'est ce qu'on a vu également aussi dans cette émission récemment, puisque c'est ce qu'utilisent les pédocriminels pour entrer en contact avec les jeunes. À cela, on peut ajouter évidemment la vision de la pornographie chez les très jeunes, les sextos, pas toujours contrôlés. Alors, quelles sont les solutions pour contrecarrer toutes ces dérives ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en compagnie de Jean-Louis Guilleneuf qui travaille sur le terrain tous les jours. Heureusement, on commence à aborder plus ouvertement ce sujet dans les médias et la société prend conscience qu'il est important de protéger justement nos jeunes puisque c'est eux qui feront la société de demain. Et c'est ce qu'on va faire durant ces 2 heures avec vous. Je vous invite à nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Jean-Louis Guilleneuf. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes venu déjà parler notamment de la violence faite aux femmes, mais aujourd'hui on va aborder un tout autre sujet. C'était un petit peu ce que vous aviez envie d'aborder. Vous êtes commandant de police honoraire, vous intervenez dans les stages de sensibilisation aux violences conjugales, mais également auprès des jeunes, des primo-délinquants, pourrait-on dire ? C'est tout à fait ça. Après une longue carrière de policier, j'ai poursuivi une activité avec la justice en tant que délégué du procureur. J'exerce cette fonction au tribunal de Versailles et j'ai choisi d'être habilité mineur. Donc je reçois régulièrement des mineurs délinquants, des mineurs primo-délinquants pour lesquels il faut tout de suite arrêter l'entrée dans la délinquance parce qu'après le retour à la vie normale est très, très difficile. Et depuis 10 ans que je fais ça, je m'aperçois que l'âge des petits jeunes que j'ai devant moi n'arrête pas de baisser. Les derniers que j'ai eus il y a quelques mois avaient 12-13 ans. Et 12-13 ans, c'est quand même très jeune pour passer devant la justice. Et alors, comment vous expliquez ça ? Alors, j'ai fait le lien. Je peux me tromper, mais je n'en suis pas certain, avec ce fameux smartphone, cet appareil d'aspect extérieur complètement inoffensif, qui en fin de compte se révèle être un vecteur de commission d'infraction ou un amplificateur d'infraction. Et en fait, je travaille régulièrement sur les affaires de harcèlement, qui défrayent la chronique avec les passages à l'acte de ces pauvres jeunes gens ou jeunes filles qui mettent fin à leur jour. Bien heureusement, les victimes que j'ai dans mes affaires n'ont pas mis fin à leur jour, mais je me suis aperçu que les auteurs étaient de plus en plus jeunes, dont la classe de 6e ou la classe de 5e. C'est 12-13 ans, et quand je les ai en face de moi, j'essaie de comprendre pourquoi et comment ils ont procédé pour harceler le camarade ou la camarade. Et l'objet, le smartphone, intervient immédiatement. C'est avec cet objet qu'ils créent des groupes Snapchat, des groupes pour harceler la copine ou le copain. Et Mais pourquoi se mettent-ils plus sur leur smartphone que avec leurs copains, la famille, les parents c'est parce qu'ils sont finalement très très seuls, Je crois que l'outil les fascine et je pense que c'est un des rares objets qu'un enfant manipule aussi bien qu'un adulte. Peut-être mieux même. Et peut-être même mieux que certains adultes. Donc eux se sont familiarisés avec cet appareil. Il est de bon ton d'en avoir un dès le collège. De plus en plus, on en voit qui arrivent en CM2. Et avec ça, ils font tout et n'importe quoi. Ils se filment.
C'est un jouet, il l'utilise comme un jouet. Et il communique. Est-ce que vous voulez dire, Jean-Louis Guilleneuf, que le fait que ce soit un petit peu virtuel au départ, ça fait plus penser à un jeu que la réalité Est-ce que finalement ça leur fait moins prendre conscience peut-être de leurs actes parce que ça commence de manière virtuelle ? Complètement, parce que quand je leur demande, mais ça t'a rien fait d'avoir fait souffrir ta camarade de classe, t'as bien vu qu'elle pleurait. Il se réfugie derrière l'écran. En fait, il y a... C'est comme si on regardait un film, quoi. Oui, il y a ce côté-là, et puis il y a le côté anonyme. Et puis c'est compliqué de rentrer dans leur tête aussi. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que sans cet objet, il y a 10 ans, quand il y avait avec les adultes qui avaient cet objet, moi j'avais pas d'affaire de harcèlement si jeune. C'est donc quoi? C'est depuis 3-4 ans, 5 ans? Oui. Oh, moins que ça même. Hein. Pour 11-12 ans, c'est depuis un an ou deux, hein, pas plus. Hein. Ça suit le comportement des parents et les demandes des enfants. Ils demandent tous maintenant à avoir cet objet. C'est très difficile de toute façon pour les parents de l'interdire. On peut même pas l'imaginer d'ailleurs aujourd'hui. De toute façon, tout le monde a besoin de cet objet. Enfin, c'est tout à fait ça. Surtout que quand je les reçois, les parents sont présents. Ils ont pris conscience déjà avec le passage devant la police de la gravité de l'infraction et du vecteur qu'est le smartphone. Mais très peu de parents, à l'issue de la mise en cause de leur enfant, ont confisqué le smartphone. Certains l'ont fait. Ceux qui le font, je leur donne raison. Je leur dis c'est très bien, vous avez eu raison, c'est une très bonne décision. D'autres me disent non, il l'a toujours. Simplement, maintenant je le vérifie. Et je vais dans ce sens-là en disant absolument. Et je le dis devant l'enfant. On peut de le préado, c'est même pas un adolescent. 12-13 ans, c'est un préado. Je le dis devant l'enfant. Tes parents ont le droit de vérifier et d'aller dans ton smartphone. Il faut rappeler que c'est même le devoir des parents d'être là quand l'enfant est encore à cet âge-là. Oui, mais pour l'enfant, son smartphone, c'est comme son journal intime. Le parent n'a pas à mettre son nez dedans. Ça peut déclencher chez le grand ado 16-17, là c'est l'explosion de colère, mais 12-13, 11-12 ans, ils veulent pas que le parent ait dedans. Aussi, je légitime au moins les parents à le faire parce que ils sont toujours à la frontière de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire pour respecter l'intimité de leur enfant. C'est intéressant ça, parce qu'en effet, à quel moment le jardin secret de l'enfant commence, où ça, enfin, c'est compliqué. Est-ce que vous avez remarqué que ce sont souvent des enfants qui sont élevés par une mère seule, ou est-ce que pas forcément? Est-ce que alors la question qu'il faut pas poser, mais on est sur Sud Radio, on parle vrai. Est-ce que c'est plutôt dans les quartiers, c'est plutôt alors ou est-ce que c'est toute Votre question est pertinente, Brigitte, mais c'est difficile de donner une réponse ferme. Je vais dire, par rapport aux affaires que je rencontre, ça touche un peu tout le monde. Personne n'est épargné. En fait, dès l'instant que le petit ado, le pré-ado, a cet outil entre les mains, tout peut se passer. Celui qui est protégé, c'est celui pour lequel le parent a décidé qu'il aura un smartphone à partir de 14 ans ou à partir de 16 ans, comme le grand frère ou la grande sœur. Dès l'instant qu'on met cet objet entre les mains d'un adolescent, quelle que soit son origine sociale, il va faire des bêtises avec, il va faire n'importe quoi avec, il est en danger. Bon, donc il faudrait une éducation à l'utilisation du smartphone chez les tout-petits. Il faudrait une interdiction, en fait. Ah, vous seriez pour l'interdiction? Pour les protéger. Oui. Ils n'en ont pas besoin. Jusqu'à quel âge alors? Alors, ça tiendrait qu'à moi par rapport aux affaires judiciaires que je vois, qu'à partir de 15-16 ans. Mais c'est impossible. Impossible. Aujourd'hui, ce serait des ruées. Impossible n'est pas français, Jean-Louis Guilleneuf. Je crois que les parents n'y arriveraient pas, et même s'y opposeraient.
Déjà, 14 ans, c'est très jeune. 14 ans, c'est la limite. Oui. 14 ans, c'est la limite. Est-ce que, parce qu'on reçoit Didier Pleudemain, qui a beaucoup travaillé sur le retour de l'autorité, de l'éducation, et disant bien que l'éducation bienfaisante, ça suffit. Est-ce que c'est aussi ça le problème? C'est que finalement, on donne pas assez d'éducation verticale aux enfants, ce qui fait qu'ils se sentent tous les droits. Alors c'est difficile, effectivement, ils se sentent tous les droits. Il y a quand même dernièrement le droit pénal et le droit civil a interdit la fessée éducative, a interdit toute violence éducative. L'éducation doit se faire avec des échanges et avec des explications. C'est pas si tu fais pas tes devoirs, tu seras puni, t'es privé de télé. C'est tu dois faire tes devoirs parce que il faut aller le plus loin dans les études. Donc, tout doit être revu dans le discours des parents. Ce qui n'est pas facile à faire en fin de compte. Parce que pour interdire quelque chose, la négociation ne marche pas à chaque fois. Et c'est vrai que les parents sont un peu désorientés parce que ils culpabilisent quand ils interdisent et quand ils font du mal à l'enfant. Parce que l'enfant, il est malin. Il a tout de suite compris qu'il avait plein de droits. Il a tout de suite compris que si il ressentait des violences de la part de ses parents, il pouvait en parler à ses professeurs, il pouvait en parler à l'infirmière scolaire, et que tout de suite il y avait une réaction pénale. Donc les parents sont un petit peu mal à l'aise. Donc on est dans une période charnière, quoi. C'est pas facile. Mais en même temps, Jean-Louis Guillonneuf, vous êtes relativement positif. Hein, vous dites qu'on peut quand même trouver des solutions. Je vous invite à nous rejoindre au 0826 300 300. Qu'en pensez-vous en tant que parent, peut-être en tant que personne travaillant aussi avec les enfants, les ados? Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Louis Guillonneuf est avec nous, commandant de police honoraire. Vous intervenez auprès des jeunes ados, des primo-délinquants, hein, comme on dit. C'est-à-dire c'est souvent leur premier délit, enfin en tout cas leur premier délit reconnu. Ouais. Hein. Leur premier passage devant la justice. Voilà, c'est ça. Et vous essayez donc de les remettre dans le droit chemin. Ça marche, hein, quand même, en majorité. En majorité, oui. Heureusement. Sinon, il y aurait de quoi désespérer. Mais c'est quand même pas simple et on en parle évidemment avec vous et avec Frédéric. Merci Frédéric, vous êtes éducateur spécialisé, donc vous êtes également sur le terrain. Bonjour votre invité, bonjour Brigitte, bonjour à tous les deux. Bonjour. Moi, je suis un peu le maillon avant monsieur, quoi, c'est-à-dire la prévention. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est super important de poser le réel et le virtuel, déjà par exemple par le biais d'ateliers contes, où on raconte des contes, on ferme les volets, on rentre dans le pays de l'imaginaire. Alors ça, je parle de ça à 5 ans. Hein. On prépare des choses en fait pour justement qu'ils sortent du virtuel, qui connaissent au moins l'existence du réel, quoi, voilà, on va dire. Parce que le smartphone est devenu le prolongement de leur cerveau. Pour certains, c'est ça qui est dramatique. Ce que disait monsieur. Donc vous travaillez avec des enfants de plus jeunes, vous, si j'ai bien compris. Moi j'ai fait plusieurs. Alors voilà, moi j'ai eu plusieurs. Bon, j'ai 30 ans d'activité derrière moi, donc j'ai eu plusieurs casquettes et plusieurs endroits. Donc j'ai travaillé avec des petits, j'ai travaillé avec des ados dans un centre social où il y avait un atelier informatique où on a bien pris le soin des enfants qui maîtrisaient pas bien la langue, de leur expliquer que attention, les amis peuvent être des faux amis, ça peut être des adultes cachés derrière des profils que les parents, ne maîtrisant pas la langue, pouvaient pas trop leur expliquer, quoi. Moi, j'ai vu des gamins qui allaient sur des sites. Voilà, on a vite fait des ateliers, on a fait des réunions avec les parents pour expliquer tout ça, les dangers et comment les parents, leur positionnement, leur posture. Et surtout dire que ça pouvait être dangereux, que ça pouvait être ludique. Mais moi, j'ai envie de parler de Marcel Ruffo, surtout. Je sais pas, c'est vraiment dans le milieu de l'émission, là. Je pense qu'on est en plein dedans, où il en parle de tout ça. Ça sera un peu long à reprendre tout Marcel Ruffo, mais les écrans, le harcèlement, les addictions,
Et il en parle très très bien, quoi. Franchement, je suis un peu en admiration devant ce monsieur. Je crois que le premier à avoir mis les choses au point, c'est Serge Tisseron quand même, qui a bien précisé que il fallait pas donner de smartphone avant un certain, enfin les âges. D'ailleurs, c'est très drôle parce que ce qui est repris actuellement par la loi, enfin par la future loi, c'est exactement ce que disait Serge Tisseron il y a 20 ans. Oui. Mais il avait déjà pressenti, oui, c'est vrai que... Mais c'est vrai, c'est triste à dire, Jean-Louis Guilleneuf, mais la loi a souvent un temps de retard avec les spécialistes. Toujours. Malheureusement. Ouais. Mais oui, à nous à poser des choses, justement, les parents, les éducateurs, ce que fait monsieur, là j'ai entendu, c'est super, voilà, puis en plus c'est l'image de l'autorité, donc l'image du gendarme, entre guillemets, ça peut être l'image du père, ça peut être le père de substitution, il y a beaucoup Justement, Frédéric, puisque vous êtes sur le terrain depuis 30 ans, est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, une délinquance de plus en plus jeune? Et est-ce que vous avez remarqué un rejet de plus en plus fort de l'autorité? Alors moi j'ai arrêté de travailler avec des jeunes depuis plus de 15 ans, donc j'ai perdu pied, je vous dis franchement, et je comprends plus tout ce qui se passe en ce moment parce que je suis plus sur le terrain. Moi, aux dernières années où je travaillais, c'était pas comme ça a pris une ampleur très inquiétante, je trouve, ce que disait monsieur. C'est vraiment là, les jeunes à 13 ans qui sont déjà parce que moi j'étais dans une ZEP, une zone d'éducation prioritaire, mais les gamins à 13 ans ne traînaient pas dans les blocs, dans les bas des blocs. Et moi j'ai pas vu ça, quoi, j'ai pas constaté ça. J'étais là maintenant, ça s'est dégradé. Les familles monoparentales, bien sûr. Oui. Ça c'est sûr que ça arrange rien. Je vous dis l'autorité le nom du père, le nom NON, tout ça il y a plus, donc les mères sont dépassées. Je sais qu'il y a des stages qui se font pour guider les mères qui sont dépassées, qui sont débordées, pour leur donner des techniques et des solutions, parce qu'elles ont des fois peur de leurs enfants quand même, il faut le savoir. Donc voilà. Mais oui, mais il me semble, c'est ce que, j'ai quand même un petit peu l'habitude de la psychologie. Il me semble que si à 15 ans un enfant, un ado ne respecte pas sa mère, c'est qu'il n'y a pas eu d'autorité en amont. C'est ça. Je vous dis le nom du père. Mais une mère peut dire non quand l'enfant est trop jeune. Enfin, je veux dire. Oui, mais bon, il faut. Non. Il faut les deux. Pour moi, il faut les deux. Vraiment. Moi, mais il y a des psys qui... Il y a moyen de négocier, de biaiser. Ils sont malins, quoi. Il y a des failles, quoi. Le nom du père, c'est pas rien, quoi. C'est comme le nom de la police, de la loi. Après, c'est la loi. Et puis heureusement, parce que ça pose un cadre aussi. C'est que nous, si on n'y arrive pas, le maillon d'après, c'est la loi. Et ça, on leur dit. Alors, c'est très juste, tout ce que vous dites. Vous êtes un éducateur spécialisé. C'est sûr que la justice sans les éducateurs spécialisés, la justice des mineurs n'aurait aucun résultat. Vous êtes les partenaires essentiels. Moi, je travaille, je suis en relation permanente avec ce qu'on appelle la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Je m'entends j'ai d'excellents rapports avec toute la chaîne hiérarchique de ce service. Je suis très anecdotique dans mon discours. Alors, quand je reçois les mineurs qui passent en jugement, je les juge quand même, la présence des parents est obligatoire. Et quand je vois le père et la mère qui accompagnent, quand je vois qu'il y a un père et une mère, je me dis celui-là, il a plus de chances que d'autres d'être récupéré. Parce que les deux vont s'y mettre. Malheureusement, j'ai plus souvent des mamans toutes seules. Et à chaque fois, je demande, est-ce qu'il y a un papa ? Est-ce qu'il y a un papa ? Et c'est vrai que souvent, dans la moitié des cas, le papa est aux abonnés absents. Soit il n'y a plus de papa, parce qu'il est parti, soit il n'est pas venu, il s'en est désintéressé. Et la présence du père, elle est, comme vous dites, très justement, elle est indispensable pour accélérer la récupération, la réadaptation du jeune et remettre les choses au point. Excusez-moi, j'entends ce que vous dites, le nom NON.
du père, mais ça peut être aussi une femme qui va avoir cette autorité-là. On voit dans certains couples où c'est plutôt la mère qui va être très autoritaire et le père plus laxiste. Parce que sinon, on va se mettre toutes les féministes à dos. C'est vrai, Brigitte. Frédéric et Jean-Louis. C'est vrai, Brigitte. D'ailleurs, il faut pas. Il faut pas jeter la pierre sur les femmes seules. Déjà, c'est suffisamment dur pour elles, et il faut pas les stigmatiser. Ce ne sont pas des mauvaises mères. Ce sont au contraire des mères courage, des mères exemplaires. Voilà. Dépassé. Mais c'est très dur parce que ils sont désobéissants, ils obéissent pas à la maman. Et mes audiences sont, en fait, j'ai toujours les mêmes trucs depuis le temps. À chaque audience, je pose la question aux jeunes en fin d'audience: est-ce que tu aimes ta maman? Est-ce que tu aimes ta maman? Alors ils sont déroutés parce qu'on leur a jamais demandé. Tous me disent oui. Jusqu'à présent, il y en a qu'un qui m'a dit non. Oui. C'est un cas à part. Tous me disent oui, mais je m'arrête pas là, ce serait trop facile. Je demande aux jeunes: et comment tu fais pour montrer à ta maman que tu l'aimes? Et là, il rougit, il sait pas. Et là, je retrouve l'adolescent tout bête, même qui s'est battu avec des policiers des fois, qui s'est battu, qui a vendu des stupéfiants. Mais quand on lui demande: et comment tu fais pour montrer à ta maman que tu l'aimes? Et là, il est perdu. Et comme je vous dis, certains rougissent. Je lui dis: est-ce que tu lui fais des câlins à ta maman? Et là, il sait plus. Il sait plus. Et donc vous ajoutez peut-être que ce serait bien de lui faire plaisir et de lui obéir un peu. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour lui faire plaisir? Oui. Alors la maman intervient à chaque fois pour défendre son enfant. Ça, c'est la réaction viscérale de la maman. Certaines me disent: oui, il me fait des câlins. Et d'autres me disent: si, il aide à la maison. Oui, mais ça, je dis, il faut aider un petit peu plus. Qu'est-ce que ta maman te demande que tu ne fais pas et qui lui ferait plaisir? Voilà. Et en fait, je revalorise la maman et je la remets sur le piédestal. Tout ça n'est pas simple. En tout cas, merci Frédéric. On continue dans un instant avec Sébastien qui nous rejoint sur Sud Radio. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Louis Guilleneuf, commandant de police honoraire. On évoque donc la délinquance des jeunes, des très jeunes. Et on a bien compris que la première cause, donc... la première cause, c'est peut-être le manque d'autorité des parents. Oui. Et la deuxième, c'est les smartphones. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour, merci de réagir. Donc ça va, vous êtes sauvés, elles ont 22 ans, vos jumelles? Elles ont 22 ans, c'est ça, deux petites jumelles, ouais. Et je voulais intervenir sur les smartphones au collège. Oui. Je me rappelle à l'époque, elle n'avait pas de smartphone jusqu'à la fin de 3e. Et entre nous, c'était d'ailleurs les seuls du collège, à peu près c'était 500 ou 600 élèves dans le collège à l'époque. Et d'ailleurs, à l'époque, elle m'en voulait énormément, aussi bien à moi qu'à leur mère. Et donc vous leur avez refusé le smartphone jusqu'à quel âge? Jusqu'à peu près leur entrée en seconde. D'accord. Peut-être un mois avant, on va dire, un mois avant la rentrée en seconde. Moi, je trouvais qu'à l'époque, ça avait rien à faire dans un collège, un smartphone. Surtout que je me rappelle même qu'à l'époque, on leur avait pris une carte téléphonique parce qu'il y avait encore les cabines dans l'enceinte du collège, en leur disant que s'il y avait un problème, elles pouvaient nous appeler grâce à la carte téléphonique d'ailleurs. Donc ça remonte à 6-7 ans. Ça fait 7 ans maintenant. Donc vous dites qu'il y a 6-7 ans, elles étaient les seules à pas avoir de smartphone. Déjà, oui, déjà. Et d'ailleurs, juste une petite anecdote, j'ai une de mes filles qui m'a dit à peu près il y a 6 mois, à l'époque on t'en voulait papa, mais en fait on te remercie parce que elle voyait ce que les autres regardaient sur leur smartphone, donc à l'époque, et elle disait que c'était pas GG quand même, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire à l'antenne tout simplement comme quoi elles sont pas obligées d'avoir un smartphone au collège. Il y a des secrétaires, il y a des téléphones qui sont là pour avertir les parents. Je pense qu'ils ont besoin que de ça au collège, quoi, juste avertir les parents s'il y a un problème tout simplement. Bravo monsieur, vraiment là ça me met du baume au cœur ce que vous dites, parce que je le rencontre pas souvent et j'ai l'impression un peu de prêcher dans le vide. Il faut faire quoi. Oui, bravo monsieur. Et en plus, quand vous me dites que vos grandes filles maintenant de 22 ans vous remercient d'avoir fait ça, donc comme ça, j'ai vraiment le sentiment que je ne suis pas dans l'erreur quand je conseille aux parents de... Alors moi, je me permets pas de leur dire interdisez le smartphone à votre fille ou à votre garçon de 12 ans. Mais je leur dis contrôlez-le. Mais peut-être que dans quelques temps, je dirais interdisez-le.
parce qu'il est en danger avec. Je vais peut-être durcir mon discours. Je pense qu'il y a un enfant de 11 ans qui rentre en 6e, il a à peu près 11 ans, 12 ans. C'est ça. Voilà. Je vois pas pourquoi il aurait un smartphone en ayant des connexions internet. Il peut aller sur n'importe quel site, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, montrer ça à d'autres enfants du même âge. Enfin, je trouve ça dangereux personnellement. Mais c'est même. C'est ma façon de penser. Hein. Mais c'est affreux, c'est affreux. Ah, mais c'est affreux. Moi, je trouve ça affreux, quoi. Et je le vois le matin quand je pars au travail, je passe devant un arrêt de bus, il y a que des collégiens. Ils ont tous la tête baissée sur leur téléphone, en fait. C'est ça. Vous voyez, quand on passe devant un arrêt de bus et qu'il y a plein de gamins qui ont la tête baissée en regardant des vidéos, c'est 8h moins quart du matin, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'ils ont autre chose à faire à cette heure-là que de regarder des vidéos sur Internet, quoi. Et j'ai même des fois des réticences, parce que je veux pas non plus trop faire le père fouettard, mais j'ai jamais encore osé dire aux parents, toujours le créneau d'âge 11-12 ans, en disant, vous savez que votre fils ou votre fille, il peut voir des viols ou des décapitations, ou carrément. des images que vous-même, vous n'avez jamais regardées. Moi, personnellement, j'ai jamais regardé de décapitation, de viol, ce genre de truc, quoi. J'ai 45 ans maintenant. Déjà, à mon époque, nous, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait rien de tout ça. Quand on allait au collège, on était entre potes, entre guillemets, on se racontait ce qu'on avait fait la veille, le film qu'on a vu la veille, enfin, ce genre de truc, quoi. C'est ça. Et je pense que même eux, les jeunes, sont en manque de dialogue entre eux, parce qu'ils ont toujours la tête baissée dans leur smartphone. Et moi, je trouve ça aberrant. Complètement. C'est voilà. Tout à fait ça. Et je voulais juste intervenir et le dire tout simplement, juste dire que mes filles, maintenant elles ont 22 ans, je le répète, elles m'ont dit il y a 5-6 mois, aussi bien à moi qu'à leur mère, merci papa, merci maman de ne pas nous avoir pris de smartphone à l'époque. On leur avait proposé, vous savez, les téléphones classiques, elles avaient refusé d'ailleurs. Elles préféraient ne pas avoir de téléphone que d'avoir ce genre de téléphone-là. Oui, parce que ça faisait ringard d'avoir ce téléphone-là, oui, c'est ça, vis-à-vis des copines. Donc, il valait mieux rien avoir que... Oui, exactement. Oui. Ils appellent ça les téléphones de grand-père. Exactement. Les téléphones à clapper, c'est la honte. C'est la honte. Et je vous assure que déjà à l'époque, donc il y a 6-7 ans, c'était vraiment les dernières à ne pas avoir de smartphone. C'était l'époque des premiers iPhones. Maintenant, on est au 14 ou au 15, je sais même plus. À l'époque, c'était les iPhone 4 ou 5. Trop tard, j'ai dit la marque, désolé. C'est pas grave. Mais voilà. Enfin voilà, elles avaient toutes leurs copines. En plus, moi, je suis éducateur de foot à l'époque, en plus féminin aussi. J'avais plein de filles de leur âge, en même temps que mes filles, qui avaient déjà des smartphones. Et à l'époque, on parlait déjà de nude sur Internet. Je ne pense pas qu'il y avait Snapchat encore. Alors, les nudes, tout un programme. Voilà. Et je me rappelle que j'avais une fille dans l'équipe que je coachais qui avait eu des problèmes parce qu'elle avait fait des nus sur Internet. Enfin voilà, quoi, tout un... Mais on entend encore une fois, Sébastien, c'est que vous étiez au courant du danger, des risques. Je crois que ce qu'il y a, c'est pour ça que on aborde aussi ce sujet aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont, comme ils ne vont pas énormément, enfin ils n'ont pas été élevés, si je puis dire, biberonnés au smartphone. Ils ne savent pas à quel point les jeunes peuvent découvrir des choses sur leur smartphone qui sont... Et la dangerosité du smartphone. Exactement. Enfin, moi, je trouve ça dangereux, quoi. Enfin, c'est dangereux, c'est encore une fois pareil. Selon l'utilisation qu'on en fait, bien sûr. C'est à la fois extraordinaire et en même temps, ça peut être très dangereux. Et on peut pas demander à des jeunes de 11-12 ans de maîtriser totalement et d'être suffisamment solides pour arrêter de regarder des choses qui peuvent être nuisibles pour notre psychisme. Alors là, moi j'ai une question à ce compte-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire les smartphones au moins dans les collèges? Alors c'est interdit. C'est interdit. Est-ce que c'est appliqué? Je ne pense pas. Alors, d'abord c'est interdit. Il est interdit dans les collèges aux collégiens d'utiliser leur smartphone pendant les cours ou même dans l'enceinte. Ils ne doivent pas sortir du cartable. Bon, ils ne le respectent pas. Ils ne le respectent pas. J'ai des affaires, c'est ce qui me les amène devant moi, parce que ils provoquent des bagarres souvent dans les toilettes ou dans pour les filmer et ensuite les diffuser. Donc ils se font attraper dans ces cas-là. Ils filment en douce des enseignants qui se font chahuter pour ensuite diffuser les images aux copains.
Et à l'arrivée, ils se retrouvent devant moi, puisque ça constitue une infraction. Mais avant de se retrouver devant moi, ils sont passés en conseil de discipline et ils se sont fait exclure du collège. Mais est-ce que la punition du collège est valable, pas valable, est légitime éducative, aux yeux des parents? Alors, oui, en fait, c'est ce que j'ai remarqué à cette rentrée scolaire 2023, qu'il y a eu, du moins dans les Yvelines où je travaille, un durcissement des équipes éducatives dans les collèges. Je parle des collèges, même pas des lycées, des collèges, puisque j'ai eu que des collégiens à la rentrée. Et systématiquement, le groupe de jeunes qui a fait des bêtises constituant une infraction, ce qui arrive très vite, a été exclu. Il est passé en conseil de discipline, il a été exclu. Alors bien sûr, comme il est collégien, il est repris dans le collège d'à côté. Mais quand même, ça a fait un choc aux parents, parce que le parent assiste au conseil de discipline, c'est obligatoire. Je me suis fait raconter les conseils de discipline, parce que les conseils de discipline échappent complètement à la justice, je ne sais pas du tout comment ça se passe, et je me suis aperçu que les conseils de discipline étaient beaucoup plus sévères qu'une audience de justice, puisque moi, mes audiences, il y a un avocat qui défend le jeune, qui le soutient. Dans les conseils de discipline, il n'y a pas d'avocat. Après, je pense que ça dépend du collège, s'il est privé, public déjà. Je peux vous dire que j'ai vu ça dans tous les collèges publics des Yvelines. Conseil de discipline, exclusion, et quand j'en discute avec le jeune et avec les parents, ça les a pas mal remués, beaucoup plus que, entre guillemets, ma sanction, parce que moi ma sanction, elle va pas très loin, c'est plus une sanction éducative, je les envoie faire un stage, une mesure qui s'appelle une mesure de réparation pénale, mais à côté de ce qu'ils ont vécu, le renvoi et l'arrivée pour le jeune dans un nouvel établissement avec un petit peu marqué au fer rouge parce qu'il a été exclu, la sanction du collège a été beaucoup plus sévère que la sanction de la justice et a marqué les esprits du jeune et des parents. Donc ça, ce serait plutôt bon signe. S'il y a un durcissement dans les établissements scolaires, on peut qu'encourager ça, parce que ça leur permet tout de suite de comprendre qu'ils ont un petit peu, qu'ils ont fait quelque chose qui est pas autorisé. Première étape de la sanction, parce que là, une exclusion, un renvoi, c'est une sanction. C'est pas une sanction judiciaire. Ça n'existe pas, cette sanction-là, dans l'échelle des peines pour les mineurs. Bien sûr, c'est une sanction éducative, c'est une prise scolaire. Et j'imagine que c'est souvent une prise de conscience des parents qui ne se rendaient pas compte de la dangerosité du smartphone. Et c'est aussi pénalisant qu'un casier judiciaire, parce que c'est inscrit dans le livret scolaire et ça suit le jeune durant toute sa scolarité. Oui. Bon, écoutez Sébastien, bravo, je crois que... Félicitations. On peut le dire. Et puis merci d'avoir témoigné, parce que ça nous permet aussi d'avancer dans ce sujet délicat qu'on aborde aujourd'hui. On va continuer avec Christophe qui va répondre à 3 questions intimes, et puis qui pourra en poser une ensuite à Jean-Louis Guilleneuf. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Louis. Bonjour Christophe. Alors première question, est-ce que vous étiez plutôt un enfant timide ou au contraire un peu déluré, révolté Timide. Vous étiez timide. Bon, donc vous n'avez jamais été renvoyé de votre lycée ou de votre collège Si, mais oui. Pourquoi ? Parce que j'avais des comportements qui n'allaient pas. J'étais dans un collège privé. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant mon collège? Mais juste ce que je voulais dire, c'est que l'âge de la préadolescence, de 10-11 ans jusqu'à 16-17 ans, c'est le pire, le collège, les années où entre enfants, on est, j'allais dire, horrible entre nous. Et moi, ce que je faisais, c'est que je fuguais, j'essayais de gruger un petit peu, faire l'école buissonnaire et tout ça. D'accord. Donc j'ai été renvoyé pour ça. D'accord. Et comme quoi, même quand on est timide, on peut être renvoyé, quoi. Oui. D'accord. Et deuxième question, Christophe, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Ses fesses. Voilà, ça c'est clair au moins. Donc vous attendez qu'elle passe pour la regarder? Oui et non, quand je regarde une femme, je regarde l'ensemble, mais c'est vrai que je suis plus attiré par les fesses. Oui, mais là, c'est curieusement, on croit toujours que ce sont les seins, mais en fait, les hommes sont plus attirés par les fesses que par les seins. C'est bien de temps en temps de le rappeler.
Et dernière question, est-ce que vous pourriez me raconter votre plus beau souvenir amoureux? La rencontre avec mon épouse. On s'est rencontrés 6 février et le 9 février, on vivait ensemble, on ne s'est jamais plus quitté. Et c'était en 97. D'accord, et vous êtes rencontrés Voilà. comme ça par hasard À l'école. À l'école Voilà. Et vous étiez très Alors, jeune ou bien vous... J'avais 25 ans. Et donc, Alors c'est assez troublant parce que moi je suis éducateur spécialisé et j'ai travaillé avec des enfants. d'accord. Et j'ai vu toute cette évolution-là du smartphone, voilà, et de ce que ça a pu créer. C'est un outil où il y a, j'allais dire, tout à disposition. Mais tout, le pire comme le meilleur. Et juste une chose que je voulais rajouter aussi, c'est que tout ce qui est écrit, les communications, les échanges, sont enregistrés physiquement quelque part. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça reste. Tout ce que les jeunes peuvent écrire, peuvent mettre comme image, comme photo, comme vidéo, ça reste. Ouais. Et ça, beaucoup de jeunes n'en ont pas conscience. C'est vrai que ça, c'est aussi une information que devraient donner les parents. Et je vous laisse poser une question à Jean-Louis Guilleneuf, Christophe. Donc les Yvelines, c'est la région parisienne, parce que moi je suis du sud-ouest. Oui. Est-ce qu'il y a une différence, je ne sais pas si vous avez pu entre vous parler, de la délinquance en fonction des régions ou c'est partout pareil? Je vous laisse répondre dans un instant, Jean-Louis Guilleneuf. On va faire une petite pause. C'est une très très bonne question, Christophe, évidemment. On se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Eh bien, Christophe vous a posé la question, Jean-Louis Guilleneuf. La question qui tue. Oui, la question qui tue. Enfin, non, je plaisante. Non, soyons Non. Allez, soyons clairs. Alors, c'est... Les chiffres parlent pour eux, de toute façon. Je pense que les adolescents aujourd'hui sont les mêmes partout. Qu'ils vivent dans les centres hyper urbanisés que dans les campagnes profondes, ce sont les mêmes parce que ils ont les mêmes outils, ils voient les mêmes choses, donc ils sont identiques et ils ont peut-être à peu près les mêmes parents, c'est-à-dire des parents qui travaillent, qui sont obligés de travailler et ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et ça, je tiens cette réponse par rapport à l'usage du cannabis. Il y a 40 ans, l'usage de cannabis chez les jeunes était concentré dans les grands centres urbains. Aujourd'hui, ça touche même les provinces les plus profondes. Donc je pense que ce sont les mêmes et ils font les mêmes bêtises. Simplement, en province, ils sont plus protégés, plus encadrés parce que la cellule familiale est plus proche. Et les valeurs familiales sont peut-être plus fortes encore en province que dans les grands centres urbains. Dans la région parisienne notamment. Exactement. Oui. Exactement. Mais enfin bon, on pense tous au 9-3 et c'est certainement plus embêtant. C'est difficile de trouver une grand-mère, un grand-père, un oncle que dans une région de province, une région du sud-ouest. J'ai des amis dans le sud-ouest. Le grand-père, la grand-mère, ou l'oncle, ou le grand-oncle, il est jamais très loin pour prendre le relais quand l'ado dérape. Oui, Christophe, vous voulez réagir à la réponse de Jean-Louis Guilleneuf? Je suis un peu d'accord. Je m'aperçois que c'est un peu les jeunes qui sont un peu partout pareils. Voilà, l'accès Internet, ça permet une liberté totale. Et tout à l'heure, vous parliez d'échanges. On n'a jamais autant écrit qu'à mon époque. Moi, alors, j'ai 52 ans. J'écrivais beaucoup moins que les jeunes d'aujourd'hui. C'est un fait. Je l'invente pas, je m'aperçois qu'ils écrivent. Alors, ils écrivent avec d'autres choses. C'est d'autres outils. Mais ils communiquent beaucoup plus que moi, je communiquais à mon époque. Alors, ils communiquent de manière virtuelle, vous voulez dire, parce que... Oui, tout à fait. Virtuel. Alors, oui. là, voilà, oui, virtuel. Oui. Mais il y a de l'échange. Sur tous les sujets. Alors oui, ils écrivent avec leur 9 langues.
Mais c'est vrai que forcément, parce que ce fameux smartphone, il l'utilise jamais comme un téléphone. Hein. Il n'y a pas d'échange vocal. C'est d'écriture. C'est d'écriture. Ce sont des images. Absolument. Ils écrivent beaucoup. N'importe comment, mais ils écrivent beaucoup, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on remarque aujourd'hui que pratiquement, on n'appelle plus, on envoie des SMS. Ah oui, c'est fini, il n'y a plus de conversation. Même nous, les adultes, c'est assez rare qu'on téléphone. Hein. De plus en plus, c'est vrai. C'est fou, hein, comment les choses changent. Écoutez, merci Christophe de cet échange. Merci. Bonne continuation à vous, parce que vos émissions sont toujours un régal. Voilà. Merci. En tout cas, on travaille sur du vivant, nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Guilleneuf. Bonjour Jérôme. Vous pouvez m'appeler Jean-Louis. Hein. Écoutez, bonjour Jean-Louis. Voilà, merci. Moi j'appelle pour partager mes erreurs, pour partager aussi mes interrogations et puis pour partager aussi un petit peu toutes ces incertitudes, quoi, parce que interrogations et incertitudes, parce que effectivement moi j'ai cru que j'avais tiré le bon numéro en disant je vais depuis l'âge de 3 ans et demi, je la mets partout avec moi pour lui apprendre la vie, les philosophies de vie, lui transmettre des valeurs. Mon fils de 15 ans qui a 15 ans aujourd'hui. Oui. Et donc, ça commence. Donc, il a la chance d'avoir un vrai papa qui s'occupe bien de lui. Tant que ça au final. Pourquoi ? Parce qu'il a fini quand même en CMPEA, parce que l'éducation nationale, c'était très compliqué à l'école. Il se faisait virer de la salle de classe à la primaire. Moi, effectivement, je l'ai engueulé, je l'ai puni, je l'ai même collé des gifles. Après, j'y suis allé par la parole, en discutant. Après l'EduxP qui était au CMPEA m'a dit que c'était un peu moi le fautif parce que je l'amenais partout avec moi et du coup je lui parlais beaucoup trop, je le considérais comme un adulte. Donc il évoluait trop vite, je l'ai mis à une place qu'il ne fallait pas. Ça m'est un peu retombé dessus. Ensuite, le gamin nous crachait dessus pendant les séances de CMPEA quand même, quand on était en... Voilà, donc déjà ça commençait très très mal. Ensuite, je l'ai mis au collège, je l'ai mis au collège catholique privé pour qu'il puisse être non loin de mon boulot, pour qu'il puisse l'avoir à l'œil, comme ça on prenait la route le matin en transport en commun. Il s'est fait exclure 2 ou 3 fois, agressivité, insolence. Je lui ai trouvé, donc on a fait psychologue, on a fait psychiatre, on a fait un centre pour le dépister TDAH, tous les trucs, avec de l'alphabet. Il est dans la moyenne. Mais il a une immaturité affective, ça a été décelé par les psychologues là-bas. Ensuite, on a on a fait quoi ? On a fait quand ils ont des problèmes de psychomotriciens, on a fait toutes ces choses-là. Quand vous dites on, ça veut dire que vous êtes aussi, vous êtes toujours avec sa mère. Ah oui, je suis toujours avec ma femme. Oui, et en plus on est au diapason au niveau de l'éducation parce qu'on est un peu à l'ancienne, nous, et on n'aime pas trop l'insolence et on n'aime pas trop je vais être le plus transparent possible. Hein. Je n'aime pas trop ce que deviennent les jeunes d'aujourd'hui. Et la tournure que ça prend aujourd'hui, où ça roule les mécaniques, ça rentre dans le tramway, ça bloque les issues pour que tous les copains puissent passer tout en bousculant tout le monde. Je suis pas très fan en fait, pour être honnête. Hein. C'est sur Bordeaux que je me situe. Je suis pas très fan de tout ça. Et donc du coup, j'ai continué à faire des leçons de morale à mon fils. On a continué parce que sa mère est très impliquée aussi. Il rentre beaucoup dans la provocation avec madame. Et puis après, en voyant que je commençais à défaillir, moi, parce qu'au bout d'un moment, ça commençait vraiment, mais plus que de me gonfler, plus que de mesure. Et quand je l'ai traîné sur le carrelage pour lui dire là, ça va mal finir, parce que là, je vais tracasser, quoi, à un moment donné. J'ai dit je vais le faire, je vais me faire assister par une convention éducative, donc par le CCAS, donc une assistante sociale fort sympathique, a commencé à discuter avec moi. Et puis il s'est fait, donc je vais trouver un collège. Quand il s'est fait exclure du collège, c'était je vais essayer d'être le plus bref possible, hein, quand même, mais c'est pour situer un peu tout ça. J'y s'est fait exclure du collège, donc il a fallu trouver un autre collège. Je l'ai mis dans une maison familiale et rurale, comme ça il y avait une partie en stage, une partie chez un patron, pour qu'il puisse quelque chose qui lui correspondait mieux. Il s'est fait exclure.
On va continuer après les infos parce que je suis obligée de laisser la place aux infos, Jérôme, mais votre témoignage me paraît essentiel parce que vous semblez tous les deux être des parents responsables et pourtant je vous laisse patienter le temps des infos, Jérôme, et puis on vous laissera échanger avec Jean-Louis Guilleneuf. C'est important de voir que malgré tout, même si on essaye d'éduquer, c'est pas toujours, ça marche pas toujours. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons la délinquance, la primo-délinquance, l'importance des smartphones et puis la difficulté aujourd'hui d'être parent avec Jean-Louis Guilleneuf. Vous êtes commandant de police honoraire. Vous intervenez dans les stages de sensibilisation aux violences conjugales notamment, mais également auprès des jeunes ados pour leur rappeler la loi, dès la primo-délinquance pour que justement les remettre dans le droit chemin. Alors on a toujours l'impression que ce sont des mères seules qui ont des difficultés, qui ont des ados difficiles. On a toujours l'impression que le père n'a pas été suffisamment présent. Jérôme, merci de votre témoignage qui va complètement à l'encontre de ces idées, puisque vous êtes un père qui s'est beaucoup occupé de son fils et qui pourtant aujourd'hui est en difficulté avec lui. Votre fils a 15 ans, difficile. Jean-Louis Guilleneuf, qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà à Jérôme, et puis je vous laisse échanger avec lui, bien sûr. Alors, deux choses qui me paraissent essentielles. D'abord, vous pouvez être fier de vous, parce qu'il y a une chose que vous avez montré, d'essentiel que vous avez montré à votre fils, c'est que vous l'aimez. Et ça va le suivre toute sa vie. Aujourd'hui, c'est un adolescent ingérable, 15 ans, il est en plein dans l'âge de l'adolescence ingérable, l'adolescent qui en veut à la terre entière. Il est immaîtrisable quasiment. Je rentre pas dans les détails psychologiques, parce que d'abord c'est pas mon domaine, et puis je saurais pas l'expliquer aussi bien qu'un pédopsychiatre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas durer. Soyez rassurés, votre ado de 15 ans, dans quelques années, une fois adulte, il aura complètement oublié qu'il était ingérable et qu'il a été odieux. Par contre, il se rappellera qu'il a fait plein de choses avec son père, et au fond de lui, il saura toujours que son père l'aime, et c'est l'essentiel. Donc, ne lâchez pas, ne perdez pas courage avec votre épouse, ça va passer. C'est dur, c'est très dur. Il y aura peut-être de la casse, faut pas se voiler, peut-être qu'il va basculer un peu dans la délinquance, peut-être qu'il va consommer des produits stupéfiants, mais de toute façon, cette période tumultueuse de l'adolescent chez certains adolescents, elle passe, elle s'arrête quand le cerveau est devenu adulte. C'est une question d'évolution du cerveau. Soyez confiants, vous faites ce qu'il faut. J'ai fait le problème, c'est que j'ai fait quand même pas mal de bêtises. Il y a aussi le fait que quand il s'est fait virer de sa MFR, c'est pour ça qu'il y a aussi cette contrainte. C'est que en fait, moi, j'ai été tellement dépité, et en fait, j'ai œuvré avec l'assistante sociale pour mettre une séparation entre lui et moi, parce que là, j'y arrivais plus, et il est parti chez sa grand-mère. Et du coup, il est resté 2 mois chez sa grand-mère, déscolarisé, et l'assistante sociale a œuvré avec lui pour le rescolariser, et il s'est trouvé un nouvel établissement, MFR, toujours, un peu plus loin, mais en tant qu'interne, ce qui permettait de mettre une distance, parce que moi j'étais vraiment déçu, et là j'en pouvais plus, quoi. Et donc il est parti là-bas, et quand il est revenu au bout de 2 mois, il a dit, de toute façon, il ne s'en cache pas, il le dit, de toute façon, il dit, vous m'avez abandonné. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que ça. Vous m'avez abandonné. De toute façon, vous n'avez pas hésité à m'envoyer chez mamie. Moi, je suis venu pour vous faire payer. Clairement, comme ça. Moi, je suis venu pour vous faire payer et me servir de tout ce que je peux. Donc, du coup, ok, très bien. Il ne s'en gêne pas. Hein. Il ouvre le frigo, il se sert. Et moi, je pensais vraiment que le service social avait compris qu'on était en plein désarroi. Et quand j'ai appelé il n'y a pas longtemps, le discours a été donc maintenant, quand il est revenu, nous on avait le smartphone, justement, parce qu'il est question du smartphone. Nous on interdit le smartphone à partir de 8h30 le soir.
Oui. On a interdit le smartphone parce que pour son sommeil et puis parce qu'il a autre chose à faire, il pourrait lire un bouquin. Et là, maintenant, quand il est revenu, on en est même, pour éviter d'avoir la paix, à le laisser faire. Sauf que le smartphone, donc avant, il venait avec moi partout, il participait aux tâches ménagères, il avait son système, il était dans le système familial parce qu'il a toujours été vaillant. Et là, maintenant, il en fait beaucoup moins. Donc, l'assistante sociale, elle dit, si tu reviens chez tes parents, on ouvre une conférence familiale, mais il faut que tu mettes la main à la pâte, hein, parce qu'il faut que tu manifestes aussi que tu as envie d'être dans une démarche plus active et plus pérenne avec tes parents. Ça, c'était au début. Sauf que moi, quand j'ai appelé l'assistante sociale il y a quelques temps de ça pour dire qu'on n'obtenait plus rien, il m'a été dit, de toute façon, monsieur, de toute façon, il y a un truc, c'est que vous avez posé beaucoup d'attentes sur cet enfant. Ces attentes lui sont aujourd'hui préjudiciables parce qu'il ne sera jamais à la hauteur de vos attentes. Et de toute façon, je ne vois pas pourquoi vous l'empêchez, il faut bien que jeunesse se passe. Pourquoi en quoi c'est un problème pour vous? C'est à vous qu'il faut aller chercher. En quoi c'est un problème pour vous qu'il ait le smartphone à 10h30, 11h le soir? Ah bon? Alors du coup, je me suis dit, ah bon, écoutez, très bien. Donc là, en ce moment, il est à la maison. Il continue à faire ses stages. Il est prêt. J'ai eu le nouvel établissement m'a appelé pour me dire qu'il ne le reprendrait sûrement pas l'année prochaine parce que son comportement est absolument navrant. Et il s'est fait une petite copine là-bas. Quand j'ai discuté avec lui, plutôt que de m'emporter, je suis allé marcher avec le chien et discuter avec lui en disant, mais tu te rends compte qu'il a une copine là-bas? T'es prêt à si jamais tu t'en vas, t'es viré, tu ne la verras moins. Mais c'est pas grave, de toute façon, si elle est scolaire là-bas, si elle va à l'école, c'est pour moi, parce que sinon, de toute façon, qu'il arrive, elle n'y va pas en temps normal à l'école. Et ses parents disent rien. Bon, je pensais que la copine était une bonne nouvelle, était un bon levier pour le maintenir là-bas stable, mais non, pas du tout, parce que sa copine, si jamais il se fait virer, de toute façon, elle n'est pas obligée de retourner à l'école, parce que même elle ne peut même pas du stage. Elle est comme lui, en pleine révolte, visiblement. Non, mais c'est que ses parents, en fait, s'en fichent, en fait. Ses parents disent que l'école, c'est pas forcément... C'est ce qu'il dit, hein. Ses parents, ils sont peut-être aussi désespérés que vous, hein, Jérôme. C'est fort possible. Vous savez, parce que oui. moi, ce que j'entends, et franchement, j'ai pas du tout envie de vous culpabiliser, c'est, contrairement à l'assistante sociale, c'est que vous êtes complètement désemparé, Exactement. Vous êtes dépassé, moi, je sais pas ce que vous pouvez conseiller à Jérôme, Jean-Louis. Il vous faut une assistance de professionnel, parce que vous commencez, vous et votre épouse, à être en danger. Alors lui est en danger, mais par son comportement. Et vous commencez à être en danger physique, par le comportement de votre fils. Alors il y a une institution, c'est ce que je conseille aux parents, hein, je suis face à des situations comme la vôtre. Il y a un personnage clé dans la justice pour ces situations, c'est le juge pour enfants, c'est le juge des enfants. C'est lui qui met en œuvre les mesures éducatives et des mesures éducatives avec des contraintes, si ces contraintes sont nécessaires. C'est la seule autorité qui peut imposer à un jeune une mesure éducative et avec des étapes, mais la mesure éducative, elle peut se terminer dans ce que l'on appelle un centre éducatif fermé. C'est-à-dire que l'adolescent ingérable est dangereux pour les autres et pour lui. Il se retrouve dans une pension toute la semaine avec interdiction de sortir, un aménagement pour les week-ends, pour permettre, aux parents de récupérer, et puis lui, de prendre un petit peu de plomb dans la tête. Et je peux vous dire que j'ai vu des jeunes et des parents qui ont eu des enfants placés dans ces centres éducatifs fermés, qui en sont sortis au bout de quelques mois. Et je peux vous dire que l'adolescent, il a hâte de retourner chez ses parents, de retrouver son environnement sécurisé et confortable, et que cette expérience d'incarcération lui a servi de leçon. Et donc, qu'est-ce que doit faire Jérôme demander un entretien, une entrevue auprès du juge pour enfants du tribunal de son domicile. D'accord. Et ça, j'imagine encore une fois que ça doit être surchargé. Oui, mais il faut le faire. Oui, mais c'est la solution. Oui, ça vous paraît faisable, ça, Jérôme ? Oui, c'est parce que c'est ce que j'ai demandé à l'assistante sociale, qui essaie maintenant de me dire que finalement c'est ma faute si on en est arrivé. Oui, mais non, mais ça, on s'en fout. Il ne faut pas que vous passiez par cette dame. Il ne s'agit pas de critiquer cette dame, hein, mais alors on peut passer par une assistante sociale, mais on peut aussi le saisir directement. Le parent peut saisir directement par courrier. Vous allez au tribunal de votre ville. C'est bon à savoir ça. Vous allez au tribunal de
de votre ville, de votre préfecture, et vous ne serez pas reçu le jour même par un juge pour enfants, mais vous irez au greffe du juge pour enfants, vous ferez une demande de rendez-vous, comme on demande un rendez-vous chez un médecin, et vous aurez une date. Et vous exposerez, lors de l'entretien avec le juge pour enfants, vous exposerez le pourquoi du comment. Soit vous viendrez avec votre fils s'il veut bien venir, soit vous viendrez uniquement avec votre épouse si vous estimez qu'il faut une première étape. Mais cette démarche est tout à fait légale. Un ado peut même lui-même demander à être reçu par un juge pour enfants. Il est accessible aussi bien par les parents que par un jeune, ce personnage clé de l'enfance difficile. Bon, d'accord. Ben voilà une information indispensable et nécessaire. Merci Jean-Louis Guilleneuf. Jérôme, merci d'avoir appelé, parce que vous n'êtes certainement pas le seul parent à écouter et être un peu débordé. Débordé, le mot est faible. Merci Jérôme. On continue dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions à poser à Jean-Louis Guilleneuf. Il est là pour vous aider et vous donner les conseils, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours au fait de ce qu'il faut faire. C'est très compliqué. Allez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici et des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Louis Guilleneuf est avec nous, commandant de police honoraire. Vous intervenez avec les primo-délinquants. Vous êtes là pour donner des conseils aux parents qui sont un petit peu perdus, parce que c'est vrai que c'est difficile. Il faut le reconnaître, quoi qu'on en dise, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être parent. Et même si, bien sûr, peut-être que l'éducation bienveillante a fait du tort, mais enfin quand même, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Éric, bonjour. Oui, bonjour. Merci de réagir. Bonjour à tout le monde. Oui, alors moi ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ce qui a été dit sur le côté positif quand même de la présence des deux parents, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'en tout j'ai eu 4 enfants. Avec la même femme ? Non, justement. Et avec ma deuxième compagne, si vous voulez, on s'est séparés très rapidement après la naissance du deuxième. Et à partir de là, ça a été une véritable guerre pour essayer d'exister en tant que père. Oui. Parce que elle a usé de tout ce qui était possible auprès de la justice, et là malheureusement encore comme dans d'autres domaines, il y a des moments au niveau de la justice il y aurait beaucoup à dire, quoi. Et à partir du moment où vous êtes le père, pour peu que vous ayez une fonction entre guillemets d'autorité, et à savoir que j'étais effectivement fonctionnaire de police, et quelque part vous avez tous les torts, quoi. D'autant que si en plus la mère fait partie du personnel médical, une pauvre petite femme dans le domaine médical et tout, je peux vous dire que alors pendant 10 ans je me suis battu pour essayer de faire respecter mes droits de garde, de visite, et pour exister auprès des parents, auprès des enfants. Et elle a attendu patiemment, et le jour où l'aîné a eu 13 ans, comme par hasard, il a saisi, comme vous dites, il a pu demander à avoir accès à un avocat, et la maman derrière, et donc il fallait tout de suite les retirer, je leur faisais peur, c'était terrible et tout. Et alors ce qui a été extraordinaire, c'est que quand même, alors elle avait saisi le juge d'affaires familiales et le juge des enfants. Et le juge des enfants, donc on s'est retrouvé devant le juge des enfants avec donc la mère et les enfants. Et la juge des enfants a quand même ses conclusions, c'est de dire écoutez madame, moi j'ai vu vos enfants, finalement ils sont pas contre continuer à voir leur père, et puis il faudrait arrêter d'avoir une attitude un peu clanique, parce que pour vous dire à 11 ou 12 ans, les enfants dormaient toujours avec elle quand ils étaient avec elle dans la chambre sous prétexte qu'ils avaient peur, quoi. Ouais. Et alors elle leur a dit madame, il faudra arrêter un peu cette attitude clanique que vous avez. Et puis, même si le papa des fois fait un petit peu peur, effectivement, un papa c'est aussi un petit peu pour ça, pour faire de temps en temps un petit peu peur aux enfants.
Donc vous voyez les conclusions du juge des enfants, et qui lui donc était pour que je continue à avoir mes enfants. C'est plutôt un juge. Oui, mais voilà, oui, mais vous allez voir où il y a un problème, c'est que peu de temps après, comme elle avait, comme je vous dis, ça tirait dans tous les sens, à peut-être un mois d'écart, je suis passé devant le juge d'affaires familiales, une femme un peu plus âgée. Et puis, visiblement, ils se sont pas parlé avec le juge des enfants, parce que là, elle est tombée en plein dans le panneau, elle pleurait à l'audience, c'était terrible, et ainsi de suite. Et là, la sanction, c'était de dire, écoutez, en plus, elle est médecin, donc elle sait ce qu'elle dit. Le gamin, il peut pas vous voir. Il faut attendre que ça passe. Pour l'instant, c'est plus possible. Et quant à sa sœur, qui elle, par contre, voulait quand même continuer à venir, là, il était dit, si elle le demande, elle pourra venir une fois par mois. Voilà comment ça s'est terminé. Résultat des courses, ça fait maintenant presque 8 ans que je n'ai plus jamais vu mes enfants. Voilà. Et alors que quand même, pour vous dire, mes premiers enfants qui étaient beaucoup plus âgés et qui avaient pu vivre pendant 5-6 ans avec leurs demi-frères et demi-sœurs, plus jeunes, ont pris parti pour moi. Et à tel point que même ma fille cadette s'est permise d'écrire au juge en disant qu'elle trouvait scandaleux ce qui se passait. Non, tout ça, et y compris devant les organismes là avec les assistantes, les psychologues et ainsi de suite, ça a été lettre morte. Voilà. Voilà comment ça se passe. Oui, bien sûr. Jean-Louis Guilleneuf, qu'est-ce que vous répondez à Eric? Parce que c'est vrai que j'entends souvent, malheureusement, des pères qui sont... moi aussi, j'entends ça. Le télescopage entre le juge pour enfants, qui est un juge pénal, c'est un juge qui protège mais qui sanctionne, et le juge aux affaires familiales, qui est un juge civil. Deux domaines différents dans la justice, qui ne communiquent pas beaucoup. Alors que dans le cas comme le vôtre, les affaires se croisent. Une question, quel âge est là aujourd'hui votre fille ou votre fils qui était le point d'achoppement de cette affaire? Quel âge il a? Il a 20 ans. 20 ans. Voilà. Pourquoi il ne vient pas vous voir? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez posé la question? Pourquoi tu ne viens pas me voir? Parce que je lui faisais peur. Alors que sachant que je n'ai jamais levé la main sur lui, mais que simplement, il y avait des moments, il y avait des limites, quoi. Est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez dit? C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Est-ce que vous lui avez dit, tu me manques, je t'aime, viens me voir, ça me fait de la peine. Je peux vous dire que j'ai continué pendant très longtemps à envoyer des messages. Non mais allez-y, allez le voir. Non mais Jean-Louis Guilleneuf, dans le cas d'Éric, on imagine bien que votre ex, c'est une manipulatrice qui a su déjouer la juge des affaires familiales. Bien sûr, qui l'a manipulé. Et qui a certainement manipulé votre fils. Et j'ai envie de dire, il est d'autant plus en danger parce que tout enfant qui a été éduqué par quelqu'un de manipulateur peut devenir à son tour manipulateur. Est-ce que vous savez où il habite, votre fils? Oui, bien sûr. Vous y allez. Vous y allez, vous lui dites, c'est papa. Viens avec papa, il t'aime. Pour vous dire, on va discuter. Il a repris contact, le paradoxe, il a fini par reprendre contact avec la fille de mon premier mariage, ma fille. Avec sa demi-sœur. Ouais, avec sa demi-sœur. C'est déjà ça, Et alors, parce que pour vous dire, à l'époque, ma fille cadette, donc sa demi-sœur, justement, pour elle, c'était c'était son frère et sa petite sœur. Et elle les appelait comme ça. Et pour vous dire quand même l'ambiance, c'est qu'un beau jour, la petite, qui avait à peine 4 ans, elle dit, ah non, maman m'a dit que je n'étais que ta demi-sœur. Alors que pour ma fille cadette, c'était sa sœur, point barre. Et résultat, il a dit, ah bon, tu vois une demi-fille devant toi? Non, je suis ta sœur. Bon, voilà. Mais vous voyez, mais donc, et face à ça, mais vous êtes démunis quand même, parce que il arrive un moment où vous dites et je vous dis pas à l'époque où j'avais encore le droit de visite, où je pouvais voir mes enfants et tout, le nombre de fois où je pouvais pas les voir, le nombre de déclarations que j'ai pu faire, de non-présentation et tout, et c'est resté lettre morte, quoi. C'est quoi. Donc, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est ce que je dis après, alors on dit des fois, les parents démissionnent ou quoi, mais il y a aussi des moments... Non, mais Eric, je ne cesse de répéter que lorsqu'on a affaire à un autre parent qui est manipulateur, il faut s'armer de preuves parce qu'ils sont très forts. C'est terrible, c'est terrible de faire la part des choses, bien sûr, c'est terrible.
Parce que je vous dis, là vous vous trouvez dans des situations où vraiment la partie elle est pratiquement perdue, quoi. Vous tombez contre quelqu'un qui est du domaine médical, qui va arriver à avoir tous les certificats qui sera possible d'avoir. Non mais Eric, je vous coupe là, Eric. Eric, ça y est, maintenant il est majeur, votre fils, il décide. C'est lui qui décide tout seul, peut-être avec une influence de sa maman, mais il décide tout seul et il n'y a plus d'interdiction pour vous. Rien ne vous empêche, avec l'aide de sa demi-sœur, de renouer le contact, de renouer le dialogue et lever les malentendus. Et je pense que c'est même lui rendre service, voilà. Parce qu'il est en âge de juger. Et il n'y a pas de raison que, dans la mesure où il n'y a pas eu, comme je crois légitimement, de violence lourde de votre part sur lui, ça doit s'arranger. Merci en tout cas Eric, c'est compliqué tout ça, on le sait bien, et c'est vrai que les divorces, tout ça ne simplifie pas les choses. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil, on va tester un jouet et on va vous donner la parole aussi. Si vous avez envie de réagir sur Sud Radio, allez-y. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Jean-Louis Guilleneuf, je vous ai trouvé un Love Conseil sur lequel vous allez pouvoir réagir. Je voudrais parler de l'argent et du couple. C'est une des causes importantes de discorde. L'argent, c'est un moyen d'avoir du pouvoir, de faire payer à l'autre. Et donc, ce Love Conseil vous propose d'analyser qui est le plus fort financièrement et qui peut-être est dans une position, en tout cas a le sentiment parfois dans une position de dépendance. Parce que très souvent, le dépendant ou la dépendante, peut faire payer à l'autre sa dimension dominante, par exemple en se refusant sexuellement, ce qui est une forme de castration symbolique. Bref, je crois que c'est vraiment important que les questions d'argent soient analysées dans un couple, parce que par exemple, on peut se sentir dépossédé si notre partenaire jouit beaucoup de son argent sans tenir compte de vos difficultés, ou par exemple dépense une bonne somme d'argent pour quelque chose qui ne le concerne que lui. Parfois c'est bien un compte commun et puis chacun un compte pour soi. Enfin bref, il y a 1000 manières de gérer les finances dans le couple, mais ça ira toujours mieux quand on aura mis les choses au point, quand on aura communiqué, et malheureusement parfois les couples ne communiquent pas assez sur ce domaine. C'est vrai que c'est pas facile. L'argent, on dit souvent que c'est le nerf de la guerre. Mais j'ai le sentiment que ça évolue beaucoup parce que de plus en plus de femmes gagnent autant que leur mari ou leur conjoint. Parfois plus même. Et maintenant, de plus en plus gagnent plus que leur mari. Et les couples tiennent quand même. Donc c'est possible. Ah oui, bien sûr, mais c'est mieux d'en parler. Oui, c'est quand même mieux d'aborder le sujet et comme les autres sujets. Mais l'argent, c'est vrai que ça peut être source de conflits et de non-dits et de mesures de rétorsion. Ce que je voulais surtout dire, c'est que dans un couple, l'argent peut être un moteur pour dominer ou faire payer à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important d'abord d'y réfléchir et de voir si tout va bien. Il n'y a pas de problème, c'est pas la peine d'en parler. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose quand même qui vous gêne dans ce domaine-là, c'est bien peut-être de mettre le sujet sur la table. Voilà. Surtout que ça peut être à l'origine de la séparation du couple. Ça peut finir. Tout bonnement. Oui, le sujet essentiel de la rupture. Eh bien, nous avons Sylvie qui est en ligne avec nous et vous avez reçu ce stimulateur clitoris Orca qui est de la marque Satisfyer qu'on trouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. C'est de la famille des Womanizer. Moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu à un pingouin, tout noir et blanc. Enfin, c'est aussi le symbole yin et yang. Et Sylvie, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Jean-Louis, bonjour à l'équipe. Bonjour.
Alors, effectivement, c'est le petit pingouin. Voilà, je l'ai reçu, j'ai été très surprise parce que il ressemble à un jouet, en fait, mais vraiment un jouet d'enfant. Vous savez, les petits jouets là d'enfants qui vont dans la baignoire, dans le bain, voilà. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a replongé un petit peu en arrière, mais pas pour la bonne, pas pour la bonne situation. Voilà. Alors, au niveau du toucher, toujours très agréable, cette matière très très agréable. Il est rigolo. Il est très rigolo. Alors, en premier temps, donc il y a un petit bouton, il faut appuyer. Ça fait un petit bruit. J'ai envie de dire presque de bain en fait. Ça fait un petit bruit. En fait, je précise pour ceux qui, parce que visiblement vous n'avez pas trop l'habitude. Les womanizers, en fait, c'est un petit rond qui envoie de l'air pulsé et donc on le pose sur la vulve ou plus particulièrement sur le clitoris. Et en principe, ça fonctionne très très bien pour aider la femme à atteindre la jouissance. Alors, il a 11 intensités d'ondes, de pression et 10 programmes de vibration, donc il y a de quoi s'amuser, comme on dit. Il y a de quoi s'amuser et j'ai pas fini de bien m'amuser. On n'a pas, il faut encore continuer à faire connaissance tous les deux. Il faut vraiment tout tester. Après, le mode vibration très très fort est vraiment très très fort. C'est presque trop fort. Oui, mais par contre, ça démarre assez doucement, contrairement à certains jouets. Très doucement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Oui, quand vraiment on veut prendre son temps, c'est très très doux, c'est vraiment très agréable, presque on le sent pas en fait, j'ai envie de vous le dire. Oui. Et donc il faut trouver sa juste mesure. Exactement. Voilà. Il est waterproof. Bon, voilà. Je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'on peut en dire. Et c'est vrai qu'il est très très joli. Je reconnais que c'est mignon comme tout. Ouais, c'est mignon comme tout. Et vraiment, ça m'a fait penser à un jouet d'enfant, un jouet pour le bain. Mais c'est pour jouer, de toute façon, Sylvie. on peut aller dans le bain, effectivement, même toute seule. On peut jouer dans le bain comme une grande. Quelle note vous lui donnez, Sylvie ? Je lui donnerai la note de 7,5. 7,5 sur 10 pour ce stimulateur clitoris Orca de la marque Satisfyer. Si vous avez envie de vous le procurer ou de regarder à quoi il ressemble, vous allez sur ruedesplaisirs.com. Merci Sylvie, merci beaucoup. On continue avec Martha qui nous rejoint. Bonjour Martha, merci de réagir. C'est bien, on a quand même une femme parce que jusqu'à présent, quand on dit que les pères ne sont pas présents, franchement, on n'a eu que des pères jusqu'à présent. Alors c'est bien qu'on ait aussi quand même des mères. Bonjour Martha. Oui, bonjour, merci de m'avoir à l'antenne. Oui, en effet, j'avais fait me faire la remarque qu'il n'y avait que des papas aujourd'hui, mais c'est très bien. Je pense que c'est positif cette participation. Après, moi, je voulais réagir concernant l'observation que j'ai fait autour de moi en étant maman de garçons. J'ai l'impression que, au nom de respect de l'enfant, ce qui est normal, il faut le respecter, c'est un être à part entière, c'est normal, c'est notre enfant. Mais au nom de ça, on a pris presque peur d'agir, de réagir, comme si on démissionnait un petit peu, et oubliant que l'adulte, ce sont les parents, quoi. Après, concernant le portable, je peux aussi réagir. En effet, je ne vais pas penser au fait que c'est intimement lié à la délinquance de ce dernier temps. Et là, c'est pareil. Moi, mes enfants, ils ont eu le plus tard possible le smartphone avec tout ce qui vient avec, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de craquer tellement les enfants sont différents par rapport aux autres. Mais bon, jusqu'à tard, ils ont eu un téléphone pour téléphoner, pour nous contacter, parce que voilà. Donc un téléphone ringard, comme on disait tout à l'heure. De grand-père, le téléphone de grand-père. Et à quel âge vous leur avez accordé le smartphone, vous Martha ? Le plus âgé, c'était vers les 15 ans. Oui. C'est là où il m'a dit, c'était impossible. Évidemment, le plus jeune, il a eu un petit peu plus tôt, mais après, ce qui se passe, c'est que je les ai à l'œil. J'ai leur mot de passe. Ils ont 17 et 20 ans maintenant, mais
Après, j'ai pas dit c'est pour vous surveiller. Je me suis dit, et c'est vrai, si jamais il y a quoi que ce soit comme souci, c'est important, et eux, ils ont mon mot de passe aussi, c'est important dans la famille de pouvoir accéder à ce genre de choses. Donc après, on discute beaucoup, je connais les copains, j'observe. Voilà, je pense qu'il faut garder son rôle de parent, même si c'est pas toujours évident. Oui. Il faut être là pour eux, quoi. Et puis, tant qu'ils habitent sur mon toit, qu'ils dépendent de moi, ils ont leur jardin secret, évidemment. Mais heureusement, j'ai pas de soucis. Ça se passe bien. Je pense que Diofa fait qu'on est présent. Le papa est très présent aussi. On discute beaucoup et de tout. Mais voilà, il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin de m'en servir de mes droits parentaux davantage, mais si jamais demain il y a un souci, oui, je n'hésiterai pas, parce que c'est mes enfants, c'est ma responsabilité, et je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Oui, Martha, vous avez une très bonne approche de cet objet. Vous le ramenez à sa réalité. J'ai dit en début d'émission que le smartphone, pour un adolescent, c'était pas son journal intime. Oui. Là, par contre, le parent, il faut pas qu'il aille dans le journal intime de son ado. Par contre, le smartphone, c'est un outil. Vous le rendez comme en outil interactif, et chacun a accès à l'outil de l'autre. C'est comme le papa qui partage sa perceuse avec son grand-fils, la maman qui va partager. Allez, je vais être un petit peu à l'ancienne, qui va partager la machine à coudre avec sa grande fille. C'est un outil interactif, et vous le replacez dans sa juste réalité. Bravo. Exactement. C'est sûr qu'il faut vivre avec son temps, mais il faut savoir s'en servir. C'est ce que je leur dis souvent. Même les réseaux, moi je m'en sers à mon âge, et je trouve que si on sait s'en servir, si on s'en sert dans le positif, c'est génial. Internet, c'est génial. Je parle souvent à mes enfants. Vous vous rendez compte, à mon époque, pour faire parfois mon fils le dimanche à 11h du soir, et il se rappelle d'un devoir, et il va sur Internet, il fait copier-coller, il fait voilà. Et tout est fait. Pour nous, il y a quelques années, il fallait attendre la bibliothèque, il fallait aller emprunter un livre. Ça se faisait pas comme ça. Donc c'est génial d'avoir cet outil. En revanche, il faut vraiment faire attention de bien s'en servir et de pas en abuser, d'essayer de composer. On voit bien. Après, ce qui est difficile actuellement, allez-y, Martha. Ce qui est difficile actuellement, par exemple, vous disiez tout à l'heure qu'on ne s'appelle plus. Et c'est vrai qu'il ne s'appelle plus, il n'écrive plus non plus, parce que je vois que mon fils, il est en terminale. Au lycée, les profs même, ils ont fait des groupes WhatsApp où ils donnent des informations, et voilà, ils échangent. Et entre eux, ils ne s'appellent pas, c'est étonnant. Ils s'appellent pas, jamais, c'est rare qu'ils s'appellent. Ils s'envoient des messages, c'est même pas de messages écrits, c'est des messages par WhatsApp ou un autre réseau, où ils dictent. Et ils sont là tout le temps en train de... tu parles à qui? Non, j'ai dicté un texte. Oui, vous avez raison. Ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'écrivent même plus, ils dictent. Oui. Et c'est retranscrit ensuite. Oui. C'est ça, la parole est retranscrite. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Et sinon, si je peux poser une question... Oui, allez-y, Martha, bien sûr. Si je peux poser une question, c'est de façon générale, est-ce que si le gouvernement, s'il y a une décision, s'il y a un besoin, est-ce que le gouvernement a le droit, est-ce qu'on pourrait trouver que ce serait possible de, par exemple, interdire les smartphones avec tout ce qui est réseau, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans? Alors, déjà, c'est très difficile d'interdire. Des choses graves. Là, ça me paraît impossible à faire, parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de légitimité pour interdire, mais ça n'empêche pas de donner des conseils. Les seules interdictions, c'est dans les établissements scolaires, parce que cet objet n'a pas à être utilisé dans un collège. Dans les lycées, il y a peut-être plus de souplesse, mais sinon, en tant que
usage pur comme un couteau ou une arme à feu ou une perceuse, non, c'est pas possible. D'où la difficulté de gérer la situation. Oui, c'est pas possible de légiférer sur l'utilisation du smartphone, mais on peut en effet en parler beaucoup. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, et faire prendre conscience aux parents que ce qui se passe sur les smartphones n'est pas la réalité, et c'est bien de prévenir. Mais Martha, je crois que vous êtes dans des vrais dialogues avec vos deux fils, donc c'est pour ça que ça va bien, quoi. Même si, encore une fois, on a eu Jérôme tout à l'heure et on voit bien que c'était pas si évident que ça non plus. Mais bon, en tout cas, non, pas possible d'espérer une loi. Non, déjà que il est interdit. Bon courage aux parents qui ont des enfants plus jeunes. Merci Martha, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. On fait une petite pause et on va conclure avec Katia qui nous rejoint dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Louis Guilleneuf est avec nous, commandant de police honoraire. Vous vouliez réagir dans cette émission pour nous montrer à quel point, malheureusement, les jeunes sont de plus en plus jeunes délinquants, primo-délinquants. Donc, et pour vous faites le lien directement avec l'utilisation des smartphones. Donc, attention, essayons en tant que parents d'éviter de donner des smartphones avant 13, 14 ans. 14 ans. Allez, 14 ans. Allez, 14 ans. Hein. Katia, vous voulez conclure, et c'est très bien, je vous laisse conclure avec Jean-Louis. Bonjour Katia. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai écouté l'émission et j'étais très en colère tout à l'heure parce que je n'étais absolument pas d'accord et sur un sujet, parce qu'on a tourné autour et à un moment donné, on a dévié et on a fait un peu le raccourci de la famille monoparentale. Moi, je suis une famille monoparentale, j'élève mon fils depuis qu'il est tout petit, et j'ai quitté le papa justement parce que il y avait de la violence. Et justement, j'ai protégé mon enfant. Donc il rentre dans l'adolescence, pour l'instant tout se passe bien. Et ce qui m'a fait un peu bondir tout à l'heure, c'est que vous disiez, vous vous occupez justement d'adolescents qui sont plutôt dans un département de 78 où il y a quand même un peu de criminalité, il y a des soucis. Mais dans ces familles monoparentales, toutes les familles ne sont pas monoparentales. Elles peuvent se le dire sur le papier pour des raisons qu'on connaît, ou peut-être d'allocation familiale, etc. Mais c'est pas le cas. Et dans ce que vous disiez par rapport aux adolescents que vous suivez, vous ne pensez pas qu'il y a peut-être d'autres critères, c'est-à-dire que ces familles monoparentales, est-ce qu'elles ne le sont pas, si elles le sont, parce que justement la mère a quitté le père? Est-ce que c'est pas peut-être la violence ou d'autres soucis dans l'enfance qui peuvent provoquer justement ces difficultés? Alors là, on tourne autour du sujet, mais on était tout à l'heure sur ce sujet qui était des jeunes de plus en plus violents. Alors ils se révèlent plus tôt. Avant c'était un petit peu plus conditionné parce que peut-être il y avait la peur effectivement et c'est un peu plus tard que ça allait se révéler. Mais moi je voulais avoir votre avis là-dessus parce que on parle beaucoup des familles monoparentales, mais je trouve qu'on dit un peu tout et n'importe quoi par rapport à ça. Alors, je précise juste, Katia, que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des mères seules qui étaient tout à fait capables de faire preuve d'autorité. Hein. J'en fais partie. Je l'entends bien dans votre voix. Je laisse Jean-Louis dialoguer avec vous. Oui, Katia, j'aime beaucoup votre intervention et effectivement, elle aurait manqué. Donc, merci. Elle aurait manqué. Moi, je ne stigmatise pas du tout les familles monoparentales. La maman qui élève toute seule son enfant, parce que la majorité, pour pas dire toutes, les élève comme il faut. C'est un peu une facilité de rejeter les fautes. Alors non pas sur la maman, mais sur la situation où la maman, dont la maman n'est pas responsable, et au contraire, je suis d'accord avec vous, elle a eu l'initiative à la suite de violences conjugales. Forcément, comme l'a précisé Brigitte tout à l'heure, j'interviens également dans le cadre des violences au sein de la famille, dont les violences conjugales. La difficulté pour la maman qui est toute seule avec son grand ado, c'est quand le grand ado commence à lui échapper. Parce qu'elle se retrouve un peu désemparée et elle se retrouve
dans une situation ingérable, parce que la maman, elle protège toujours. Moi, je vois des mamans qui défendent bec et ongles leur fils, surtout leur fils, parce que j'ai surtout des garçons, j'ai très peu de filles devant moi, qui défendent bec et ongles leur fils, et le fils qui en profite. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que je demandais toujours aux jeunes s'il aimait sa maman et comment il lui montrait. Et je m'aperçois qu'ils ont beaucoup de mal, ces garçons, à montrer à leur maman qu'ils les aiment. Et peut-être faudrait-il à ces mamans de grands ados leur demander des comptes à ces garçons. Alors je ne sais pas si vous avez élevé surtout des garçons ou des filles, mais j'ai un fils, mais effectivement. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait pour vous montrer qu'il vous aime? Alors il a 11 ans, et pour me montrer, déjà il me le dit. Ah bon, c'est bien, c'est bien. Donc il y a beaucoup de communication, il y a aussi des règles évidemment à respecter, mais évidemment c'est-à-dire que dans les règles j'ai de la souplesse. Et je me remets moi-même en question et j'essaye d'être un exemple. C'est-à-dire ce que je lui demande de faire, moi-même je me l'applique. Voilà, la violence par exemple, par un cas, je ne veux pas que tu tapes les autres, moi je vais pas te taper non plus. Voilà, c'est tout simple. Oui, vous êtes non mais Katia, excusez-moi, mais vous êtes cohérente. C'est-à-dire que vous avez élevé votre enfant avec la notion du bien et du mal, du blanc et du noir, pour être plus vaste. Et vous avez surtout vous avez surtout une capacité à parler d'amour et de. Vous savez, je crois que souvent ces mères qu'on a peut-être un peu stigmatisées tout à l'heure, c'est souvent des femmes qui sont elles-mêmes issues de familles difficiles et qui ont certainement aussi besoin d'aide. Bien sûr, d'affection. Et on ne va pas les empêcher d'avoir des enfants. Et c'est sûr que c'est pas simple quand on est soi-même avec des carences affectives d'être capable d'être dans l'affection juste. Elles ont peut-être été débordantes d'affection en réparation du manque d'affection qu'elles ont eu. Enfin, excusez-moi, je fais un peu de la psychologie de bas étage, mais c'est important quand même de signaler aussi ça. Oui, puis le profil aussi, je me permets de rebondir, mais le profil de ces adolescents qui est très jeune. Alors, le téléphone, évidemment, amplifie, c'est comme un haut-parleur. Le haut-parleur, il parlait de lecteur, c'est ça. Mais ce qui serait très intéressant, c'est qu'on a de plus en plus, effectivement, de mères qui se séparent parce que la société le permet. Et mais ce qu'on voudrait comprendre, c'est que ces enfants, issus de familles monoparentales, qui le sont à un moment donné, peut-être pas depuis qu'ils sont nés, ces adolescents un peu hors la loi criminelle, ou en tout cas qui posent des problèmes, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur enfance? Au-delà du fait que il y a et c'est ça qui est en train de se révéler aussi dans nos sociétés, parce qu'avant c'était caché. Vous avez raison. On voit bien, on sait en tout cas dans cette émission, on sait l'importance de l'amour et de la sécurité durant les premières années de l'enfance. Et si ça manque, ça crée des carences et c'est destructeur et ça crée souvent des futurs, pas forcément délinquants d'ailleurs, mais des ados qui vont mal. Des victimes. On voit bien aussi l'augmentation de l'anxiété. Il y a beaucoup de choses qui vont mal, donc c'est une vraie question de société et merci d'avoir réagi, Katia. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas obliger les gens à rester ensemble quand ils sont parents. Comme dans le passé, oui. Non mais c'est pas possible. Et on ne va pas chercher un compagnon de force à une dame qui préfère rester toute seule avec ses enfants. Il y a aussi une part de liberté à ne pas avoir de compagnon. C'est un droit aussi. Oui, et je crois que c'est toute la grande question de notre époque. Au nom de la liberté individuelle, peut-être qu'on oublie un petit peu l'intérêt d'une société. Est-ce qu'il ne faut pas retrouver un juste milieu? C'est peut-être ça le grand débat des années futures, non, Jean-Louis? Certainement. Il y a encore beaucoup de progrès à faire et toutes les bonnes idées sont les bienvenues.
Eh bien, en tout cas, on a eu des témoignages variés et c'est Très vrai riche, que c'est un sujet qui visiblement a fait réagir, ce qui montre bien que nous avons quand même beaucoup de parents qui ont envie de bien faire. Moi, c'est sur ce mot que j'ai envie de conclure. Je vous rejoins, Brigitte. Oui. Oui, vous me rejoignez. Il y a un désir de bien faire des parents et c'est rassurant. Et ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas toujours simple. En tout cas, on a fait ce qu'on a pu, on a fait notre part, comme dit le Colibri. Merci Jean-Louis Guilleneuf d'avoir apporté votre éclairage, puisque vous connaissez la loi, vous êtes sur le terrain et c'était important d'avoir votre éclairage pour certains qui nous ont appelés. Tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Delovan. Alors, demain, on reçoit Didier Pleu. Didier Pleu, c'est lui qui a énormément tiré la sonnette d'alarme sur le manque d'autorité dans l'éducation. Il a notamment écrit son dernier livre, L'éducation bienveillante, ça suffit. Donc, avec lui, demain, on va parler de ce que c'est qu'une relation à deux, comment arriver à concilier l'individualité et la relation de couple. Et puis, on essaiera aussi de voir comment ça se construit dans l'enfance, cette relation à deux. Peut-être que c'est parce qu'on est trois qu'on se construit bien à deux. C'est une évidence que les parents sont le miroir de l'enfant futur, du futur, du couple futur. Évidemment. Donc c'est avec Didier Pleu qu'on verra tout ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.